Bonsoir à tous, bienvenue une nouvelle fois en direct sur JITV. Vous savez que c'est l'endroit où on vit l'implantologie en direct. Très heureux de vous retrouver une fois de plus, toujours aussi nombreux. Ce soir, une émission, une fois n'est pas coutume, spéciale sur la prothèse implantaire et notamment les complications prothétiques. Et pour cette raison, je reçois celui que vous connaissez maintenant puisqu'il vient régulièrement nous rendre visite, notre ami Thierry Brinca. Salut Thierry. Salut Antoine. Très heureux de te recevoir une fois de plus et merci d'accepter nos invitations et je sais qu'on va passer une très très belle soirée ensemble. Vous savez que si vous voulez poser des questions à Thierry, vous pouvez le faire via le chat et puis je ne manquerai pas de relayer ces questions. Pour ce faire, vous enregistrez votre pseudo, vous cliquez envoyer connexion et ensuite vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et bonsoir aux habitués, bien évidemment Pierre H, bonsoir aussi à Chloé, Freddy66 qui sont déjà connectés. Merci de nous être fidèles. Vous savez aussi que ces émissions en live sont gratuites et que si vous souhaitez les revoir de manière à volonté et durant toute une année, vous pouvez prendre un abonnement premium. Donc n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas surtout à nous faire de la pub. Le thème ce soir de l'émission est la prothèse sur implant, mais plus spécifiquement les complications prothétiques en implantologie. Et je suis très heureux de recevoir donc Thierry Brinca. Je me permets de vous le présenter à nouveau. Thierry, il est praticien exclusif en implantologie à Toulon. Il fait de l'implantologie depuis 20 ans maintenant. Donc il a vraiment une expérience clinique importante. On sait que les complications prothétiques n'arrivent pas les premières années, donc c'est important d'avoir des gens qui ont de l'expérience pour nous parler de ces sujets. Et donc Thierry a travaillé avec plusieurs systèmes implantaires et il nous parlera bien évidemment de ces complications et de la manière surtout de les gérer. Écoute Thierry, je te laisse la parole, je n'hésiterai pas à t'interrompre de temps en temps s'il y a des questions intéressantes et puis moi-même je n'hésiterai pas non plus à te poser des questions. Bonne conférence et à tout de suite. Merci Antoine, mais écoute, d'abord avant toute chose, je suis toujours content de venir à Nice pour toujours ces émissions qui me font très plaisir. D'abord parce que c'est très intéressant, puis ça me permet de vous revoir et puis c'est très bien comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai un dur sujet à vous traiter parce que c'est les complications prothétiques en implantologie. On va quand même se restreindre au niveau de ces complications. On va voir tout à l'heure qu'on parlera uniquement des problèmes structurels en implantologie, mais uniquement des problèmes structurels sur la prothèse fixe implantaire. Donc là, je te donne une date, hein, Antoine, si tu veux que je te traite les complications prothétiques en prothèse adjointe, supra-implantaire, je suis là et je reviendrai toujours avec plaisir te revoir. Donc bon, voilà, l'implantologie c'est une thérapeutique qui est fiable, qui est crédible, on le sait, mais les résultats dépendent surtout beaucoup de la rigueur des praticiens qui vont utiliser à la fois la chirurgie et la prothèse sur implant. Aujourd'hui, on a affaire à des techniques qui sont très très spécifiques, hein, très précises, ces techniques prothétiques qui nécessitent vraiment quelque chose de très rigoureux. Donc, d'autant plus qu'elles sont nouvelles. Et comme c'est une thérapeutique qui est tout le temps en évolution, on a tout le temps des sujets qui sont nouveaux, tout le temps des techniques nouvelles. Donc, on va être confronté à ces complications et on les aura, comme a dit Antoine, non pas les premières années où on pose nos implants, mais certainement dans un laps de temps, souvent à la 6e année ou parfois beaucoup plus rapidement. Donc, sachez une chose, c'est que lorsqu'on va faire l'implantologie, malgré toute la rigueur qu'on peut avoir, on peut être confronté à des complications prothétiques. Alors au niveau des complications prothétiques, on a plusieurs types, les structurelles, les esthétiques et les fonctionnelles. Alors aujourd'hui, je vous ai dit, on ne traitera que les problèmes structurels en prothèse fixe implantoportée. Je laisserai les problèmes esthétiques et je laisserai les problèmes structurels en prothèse adjointe supra-implantaire. Et j'ai pris date avec Antoine pour vous éventuellement revenir à Nice pour pouvoir vous traiter ces problèmes structurels en PASI. Alors à tous les échelons au niveau du système implantaire, on peut avoir des problèmes. C'est un système mécanique, c'est au niveau de l'implant, au niveau du pilier jusqu'au niveau de la couronne. Donc le gros problème qu'on va traiter aujourd'hui, c'est voilà, on a des complications, comment allons-nous les traiter, et surtout quelle attitude thérapeutique on va avoir pour traiter justement ces complications. Alors, on va les énumérer. À quoi avons-nous affaire quand on est en prothèse fixe implantaire? Alors, il y en a beaucoup. L'une des plus importantes, c'est la fracture des composants. Alors, on a des fractures de composants sans conséquence. On va prendre par exemple la vis de prothèse d'un pilier transépithélial, jusqu'à des fractures qui sont quand même assez préjudiciable au niveau des nos restaurations prothétiques, c'est la fracture des implants. Donc on va les voir, on va les énumérer, on va voir quelle attitude thérapeutique on peut avoir.
au niveau lorsqu'on est confronté à ce genre de problème. On va regarder aussi l'étiologie, l'origine de ces fractures au niveau des composants. On a aussi des desserrements des composants. On va avoir des dévissages, des vis de prothèse, aussi bien en prothèse fixe vissée, en prothèse fixe scellée. On va avoir les dévissages de piliers. On aura aussi des déformations de composants. On va voir que ce sont des composants prothétiques sont en titane pur, ils peuvent être fragiles, ils peuvent se déformer avant de se fracturer. On va aussi avoir des problèmes au niveau de la malposition de nos implants. On parlera que de la malposition axiale, c'est-à-dire souvent dans le sens mésiodistal, et qui entraînerait souvent des difficultés au niveau de l'empreinte, au niveau de nos prothèses, pour réaliser nos prothèses. On va avoir des fractures d'instrumentation prothétique, on va avoir aussi des décluditions des composants prothétiques. Voilà donc l'ensemble des problèmes qu'on va rencontrer au niveau de la prothèse fixe implantaire et des complications qu'on va devoir gérer, bien entendu, au niveau de nos patients. Alors, je vous ai dit, des fractures de composants sans conséquence, une vis de prothèse d'un pilier transépithélial qu'on va parfois éliminer très aisément, et puis on va aller jusqu'au niveau des fractures de nos implants, et là, c'est préjudiciable au niveau de notre restauration prothétique. Mais à partir du moment où vous avez une fracture d'un composant, il faut avoir, pour nous, c'est un signal révélateur. C'est un signal révélateur, si vous voulez, de quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'ensemble de la restauration prothétique. Donc il va falloir, bien entendu, changer ce composant, le remplacer par un composant nouveau, mais il faut surtout trouver l'origine et la cause de cette fracture de composants. Et là, j'ai recueilli 5 points qui me paraissent très importants. Donc, on peut avoir des fractures de composants suite à des problèmes d'occlusion. Je ne suis pas là pour faire un cours d'occlusion, je vais vous mettre 2-3 diapositives assez intéressantes pour nous dire quel schéma occlusal on peut avoir au niveau de nos patients en fonction du type d'édentation. Mais quel que soit le type d'édentation, il va falloir analyser et vérifier l'occlusion de manière très précise. On peut avoir des fractures de composants suite à un mauvais ajustement de ces composants. La présence d'un bruxisme peut être important, d'autant plus qu'on va réaliser des prothèses en céramique et qui vont entraîner des sollicitations importantes au niveau de l'ensemble du système implantaire. L'évolution de la puissance manducatrice, c'est quand même important, c'est un élément physiologique important. On a des patients qui sont édentés complets anciens depuis un certain temps. On va les réhabiliter avec des prothèses fixes implantaires maxillaires et mandibulaires, bimaxillaires, et on va avoir une évolution de cette puissance manducatrice et peut-être des problèmes prothétiques qui vont suivre par la suite. L'absence de passivité de l'infrastructure métallique, pour ceux qui avaient suivi ma dernière émission que j'ai fait ici avec Antoine, on avait parlé de la passivité de l'infrastructure métallique. C'est une des causes, c'est une des deuxièmes causes après l'occlusion des problèmes prothétiques qu'on peut rencontrer au niveau des fractures des composants. Alors, lorsqu'on a affaire à un édentement complet, je vous ai dit que j'allais vous faire au niveau des problèmes d'occlusion, vous faire des petits rappels, je ne suis pas là avec 3 diapos, mais essayez de sentir que lorsqu'on a un édenté qui soit complet ou partiel, analyser l'occlusion et définir le schéma occlusal. Au niveau des édentements complets unis ou bimaxillaires, nous avons des facteurs qu'il faut retenir au niveau de l'occlusion. Et là, on va retenir les facteurs qu'on a en occlusion lorsqu'on est en prothèse conventionnelle, surtout en prothèse complète conventionnelle. Bon, stabilité des contacts en OIM, une bonne répartition des contacts sur l'ensemble de la restauration prothétique. Le deuxième point, il va falloir assurer la propulsion à la fois par le guide antérieur et par les dents postérieures. Une fonction de groupe en latéralité du côté travaillant et des contacts stabilisants du côté non travaillant. Et surtout, réduire les pentes cuspidiennes. Là, on est en dédenté complet bimaxillaire. Prenons un exemple d'édentement partiel. Là, j'ai choisi un édentement unitaire. Par la suite, on changera des édentements unitaires antérieurs et postérieurs. Mais lorsqu'on est édentement partiel, on a un gros problème. On a des implants et des dents. Et là, il va falloir bien vérifier en occlusion, en pression maximale, les contacts qu'on peut avoir au niveau des dents et au niveau de nos implants, parce qu'ils sont différents, parce que d'un côté, on a des dents qui sont dans un ligament à niveau dentaire, et on sait que la mobilité d'une dent, c'est à peu près 28 microns, sa mobilité axiale. On ne va pas parler de mobilité latérale aujourd'hui, mais on va parler surtout de mobilité axiale, et que sur un implant, c'est de 7 microns. Ce qui veut dire que lorsqu'on est en édenté partiel, il y a 2 types d'équilibration à faire. Et sachez que lorsqu'on fait ces équilibrations, on va diminuer les risques de complications prothétiques, en particulier des fractures de tout le système implantaire, que ça parte de l'implant jusqu'au niveau de la prothèse. 2 types d'équilibration, elle se fera en 2 temps. Le premier, c'est un ajustage occlusal en force légère. C'est la première équilibration, ce qu'on appelle l'équilibration 1. Et puis ensuite, on réalisera un ajustage occlusal avec une force plus importante en équilibration 2. Voilà, donc ça c'est très important d'avoir la notion de la mobilité axiale entre un implant et une dent naturelle. Un implant, c'est 7 microns, une dent naturelle, c'est 28 microns. Et à partir de là, les ajustages occlusaux seront différents. Prenons l'exemple d'une édentation unitaire antérieure. Eh bien, il faut savoir que
on va d'une part régler cette occlusion en fonction de ces deux types d'équilibration. Il va falloir obtenir une occlusion centrée rigoureuse et on va surtout vérifier que des contacts lors des excursions mobulaires, il n'y aura pas de contact lors des excursions mandibulaires en propulsion, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du tout intervenir la dent implantaire. Et là, vous avez un cas d'une unitaire qui a été traitée la 21. On est en janvier 2005 et on va voir qu'on n'a eu aucune complication prothétique et aucun problème à la fois au niveau de l'os marginal et au niveau de l'ensemble du point de vue parodontal, au niveau standard dans un temps futur. Au niveau d'une molaire, eh bien, on est à peu près dans la même situation. Stabilité des contacts en OIM. Ici, on a une indentation unitaire postérieure, remplacement d'une première molaire inférieure droite, des occlusions immédiates des groupes cuspidés postérieurs en propulsion par le guide antérieur, des occlusions immédiates des groupes cuspidés postérieurs en latéralité par le guide canin, ce qu'on appelle la fonction canine, et l'absence de contact non travaillant. Donc, bien entendu, ce schéma occlusal doit être choisi avant même la pose de la mise en place d'un implant pour pouvoir à la fois conserver la pérennité de notre implant et surtout diminuer le nombre de complications prothétiques et en particulier les fractures de composants, sachant que l'occlusion est le premier facteur de fracture de composants au niveau des systèmes implantaires. Et ici, on a bien entendu le résultat à 7 ans et à 13 ans d'un implant unitaire antérieur et d'un implant unitaire postérieur, sans complications prothétiques pendant ce laps de temps. Une petite parenthèse au niveau de ces patients, l'occlusion change au niveau de nos patients, elle évolue, elle se modifie, les traitements sont surajoutés au niveau de nos patients, et je pense que la maintenance est fondamentale au niveau de ces patients si on veut éviter les complications, voire même des pertes d'ostéo-intégration, mais on n'est là pas pour parler des pertes d'ostéo-intégration, mais plutôt des complications prothétiques. Voilà, sur le premier paragraphe de l'occlusion, j'ai dit un petit peu ce que je pensais. Je vais parler un petit peu de la passivité des armatures métalliques. Et il y a quelqu'un en 91 qui nous a dit tout simplement, c'était Goll en 91, qui nous a dit qu'il ne fallait pas de contrainte lors du vissage de prothèses fixes vissées, aussi bien au niveau du maxillaire qu'à la mandibule, et que lorsqu'on vissait une vis de prothèse, l'ensemble de la restauration prothétique devait être parfaitement adapté au niveau des autres piliers implantaires. Alors on regarde cette radio panoramique au niveau supérieur, on voit très bien lors du vissage de la prothèse fixe maxillaire supérieur, on a un défaut d'ajustage au niveau des implants en position 26-27. Alors quel comportement devons-nous avoir? Eh bien tout simplement on va faire ce qu'on appelle des sections, bien précises, de manière à passiver ces armatures métalliques. On va ensuite les repositionner pour faire une soudure secondairement et ensuite ajuster parfaitement l'ensemble de la prothèse fixe implantoportée. Pourquoi pas faire appel aujourd'hui, on voit que donc on est en pleine évolution au niveau des systèmes implantaires. Pourquoi pas faire appel aujourd'hui à des méthodes CFAO? Ici, on va parler du Procera, le PIB, le Procera Implant Bridge, dans la technique All-in-One, qui a été commercialisée par Nobel Biocar. Eh bien, ce sont des pièces prothétiques uniques, en titane, rigides, costauds, et qui vont être parfaitement passives, parfaitement s'adapter au niveau des piliers. Donc, voilà. Donc, pourquoi pas utiliser des systèmes aujourd'hui par 4 cam qui vont nous permettre d'améliorer la passivité et diminuer nos complications prothétiques. Et d'ailleurs, Ortop le dit en 2003, qu'on va diminuer l'ensemble des complications prothétiques tout en ayant les mêmes performances que les armatures coulées. Alors, on va passer un petit peu maintenant tout le détail des fractures qu'on peut rencontrer. La première fracture des composants qu'on rencontre dans prothèse fixe implantoportée, que ce soit au maxillaire supérieur comme à la mandibule, c'est la fracture de l'infrastructure métallique des prothèses fixes vissées. Alors, Adel et collaborateurs en 81 ont annoncé et signalent dans leur étude initiale 4,9% de fractures de l'infrastructure métallique des prothèses fixes vissées, sans détailler le niveau de ces fractures. Zarb et collaborateurs en 90 annoncent eux 26% dans leur étude de Toronto, et Zarb annonce quand même sur ces 26% que la majorité des fractures de l'infrastructure métallique des prothèses fixes vissées se trouvaient en particulier au niveau de l'extension postérieure, au niveau de ces bridges fixes. Et ensuite, Berthe en 93 lui annonce dans son... Bon, ça c'est une expérience personnelle, c'est Marc Berthe qui nous fait son étude qui est particulière à lui. Il nous annonce 33% de fractures de l'infrastructure métallique, dont 50% c'est situé au niveau de l'extension. Thierry, je me permets juste d'intervenir. Dans ces fractures, en tous les cas dans les études notamment d'Adel, on est d'accord que c'était des armatures en or? Oui, tout à fait, c'était des armatures en or. Tu penses que ça peut jouer un petit peu sur ces fractures? C'est-à-dire que si on a moins peut-être de fractures d'infrastructure métallique, peut-être ça va se reporter sur d'autres parties
du système implantaire, on va peut-être augmenter les fractures peut-être des piliers transépithéliaux ou les fractures de vis de prothèse. Donc c'est pour ça qu'on va un petit peu parler de cette extension, comment elle fonctionne et quelle est sa valeur exacte qu'on pourrait lui donner. J'ai répondu à ta question, Antoine? Ouais. C'est parfait. Je continue? Je t'en prie. Allez, vas-y. Alors, l'étiologie. Quels sont les facteurs qu'on a pu retenir sur la fracture de l'infrastructure métallique des prothèses fixes vissées? C'est Sonnes qui nous la donne dans les années pareilles, on est dans les années à peu près 90. Il dit qu'on peut avoir des fractures de cette infrastructure métallique, soit suite à un défaut du collet du métal, soit une surcharge occlusale accidentelle, soit une insuffisance du volume de l'infrastructure métallique, et on a toujours cet élément physiologique qui est l'évolution de la puissance mandicatrice. C'est vrai, on a un ensemble de ces facteurs qui peuvent intervenir sur les fractures de l'extension. Mais ce qui est important de savoir, et quand on réfère à une réalisation d'une prothèse fixe, que ce soit au niveau du maxillaire supérieur qu'au niveau de la mandibule, quelle est la longueur de l'extension que l'on doit donner au niveau de ces fameux cantilevers? Quelle est la longueur de ces extensions? Alors, la longueur de l'extension, Landgren et Loren nous disent en 86, on va donner par exemple la longueur de l'extension, c'est X, elle est égale à 1,5 voire 2 fois la longueur C. C étant la distance entre l'implant le plus distal et l'implant intermédiaire mésial. Et puis on va rentrer dans une étude quand même qui est beaucoup plus précise, hein, que moi j'ai mis du temps à comprendre, que j'ai analysé, qui est très intéressante pour déterminer la longueur de cette extension. Alors on va un petit peu la détailler, c'est Obo en 89 qui nous l'a décrit. Alors on va prendre la longueur de l'implant le plus distal. Alors il faut bien voir que cette règle est applicable sur 5 implants au niveau mandibulaire. On peut peut-être la généraliser sur 4 voire 6 implants, 4 implants à la mandibule, voire 6 implants, voire 8 implants au niveau du maxillaire supérieur, pour déterminer cette longueur des extensions, pour justement inhiber ce risque de fracture au niveau de l'infrastructure métallique. Alors A, c'est la longueur de l'implant le plus postérieur, le plus distal. Alors je m'utilise un petit peu la souris, Antoine, pour montrer, pour éliminer ça. Voilà. C'est cette longueur de cet implant, de l'implant le plus distal. Alors, si l'implant fait 13 mm, c'est pour un implant standard de 3,75. Alors là, je vais faire juste une petite aparté. À partir du moment où vous augmentez le diamètre de cet implant, qui va passer de 3,75 à 4, voire 4,5, voire 5, si vous avez utilisé un implant de 13, on va parler d'interface osseuse, et là on va plus utiliser le mot la longueur 13, mais par exemple pour un implant de 4 ou de 4,5, on va mettre 15. Et on va retenir 15. Est-ce que j'ai été clair? Et si je passe à 5, je vais mettre par exemple 17. Donc chaque fois qu'on va augmenter 0,5 mm, on peut majorer la longueur de notre implant parce qu'on a augmenté l'interface. C'est un peu empirique ce que je dis, mais c'est intéressant. Je rigole. Deuxième longueur qu'on va retenir, c'est ici, la longueur, on va prendre les implants les plus distaux et on va déterminer sur cette ligne droite la distance entre cette ligne droite et l'implant le plus antérieur au niveau de l'arcade mandibulaire. Donc on va retenir bien. Donc la distance joignant les implants les plus distaux et l'implant le plus antérieur. Et puis C, on l'a dit tout à l'heure, c'est la distance entre l'implant le plus distal et l'implant intermédiaire mésial. Que nous dit Obo? Il nous dit tout simplement que la longueur de l'extension X est égale à A, c'est-à-dire la longueur de l'implant, multiplié par B divisé par 10, multiplié par C sur 10. Et là, vous allez vous apercevoir que les extensions que l'on fait, parfois, elles sont majorées par rapport à cette loi. On y reviendra tout à l'heure, je vous montrerai un cas clinique. On essaiera d'analyser pourquoi on a des fractures systématiques du pilier transépithélial. Deuxième chose, on a vu la fracture de l'infrastructure métallique en prothèse fixe vissée. On va voir les fractures de la vis de prothèse. Alors là aussi, Adel et collaborateurs, dans leur étude initiale, nous annoncent 1,5%. Et puis Zarb et collaborateurs en 90 nous annoncent dans l'étude de Toronto 19% de fractures de vis de prothèse. Ces fractures de vis de prothèse sont rarement les fractures de vis distales, les plus en arrière. C'est souvent les fractures des vis intermédiaires. Pourquoi? Et ça, c'est Chala qui l'a montré en 83. C'est-à-dire que l'implant le plus distal subit des forces de pression, alors que l'implant mésial à l'implant le plus distal va subir des forces de traction. Ici, on a une force de pression et une force de traction. Donc, quand on a des fractures des vis de prothèse sur ce type de prothèse fixe à ancrage osseux, on aura toujours les fractures des vis intermédiaires. Regardez ce cas clinique, parce que alors il faut bien dire une chose, Antoine, c'est que quand je viens faire quelque chose sur les complications prothétiques, comme par hasard dans la semaine, il m'arrive toujours des choses assez intéressantes. Donc ça permet d'agrémenter un petit peu l'iconographie. Voilà un monsieur, peut-être qu'il y a une présence de bruxisme sur ce monsieur, dont on avait posé des implants, on avait sur 5 implants réalisé une prothèse fixe ancrage osseux, un de nos correspondants a réalisé la prothèse, des vissages, et ensuite quand il vient nous consulter, on a la fracture des 3 vis, ici intermédiaires. Alors, ces fractures,
elles se font de manière pas spontanée, mais disons, elles sont dans l'ensemble, les trois, on les voit ici. On a 3 fractures ici. On a ici, bien entendu, les parties qui sont incluses dans les piliers transépithéliaux. Alors, a priori, c'est facile d'enlever ces fractures de vis. Avec une simple sonde, en tournant à l'envers, on arrive à les extirper. Mais si par hasard, pour X raisons, on n'arrive pas à les éliminer, il faudra bien entendu déposer le pilier pour pouvoir reposer le pilier du même diamètre, de la même hauteur transgingivale, pour pouvoir repositionner la réhabilitation prothétique. Ici, on a bien entendu la fracture. Et on va regarder un petit peu l'ensemble de ce bridge résine. Et là, on peut s'apercevoir quand même qu'on a peut-être affaire à un patient qui est peut-être un petit peu bruxomane et peut-être pas trop sérieux parce que lorsqu'il a eu l'alerte du dévissage, il a mis du temps quand même à nous consulter au niveau du cabinet. Je t'écoute. Je t'interromps, Thierry. 2 secondes, 2 questions. La première de Thierry, qui nous pose la question suivante. Est-ce que cette formule, dont tu parlais tout à l'heure, la loi de Hobo, est issue d'un laboratoire analysant la fatigue du métal? Alors ça, il m'en pose une question. Je suis moins étonné qu'on ne me pose pas une question ce soir. Alors, je ne sais pas. Moi, je connais la loi de Hobo par rapport à ce qu'elle dit. Après, est-ce qu'elle elle vient de... Je pense que Hobo est quand même un monsieur qui a travaillé comme Ranger sur la biomécanique, et je pense que oui, par rapport au métal, ils ont dû faire des calculs. Mais Hobo nous donne juste une idée sur la longueur de l'extension. C'est des règles. Il faut les adapter par rapport à nos cas cliniques ensuite. Mais là, je ne serais pas capable peut-être de répondre. Peut-être tu as une réponse? Pas du tout. Pas du tout. C'est toi pas qui du fais tout. la présentation ce soir. Bon. Et non. deuxième question, aussi, remarque en tous les cas de Tarek qui nous dit heureusement que les systèmes Cone-Morse sont arrivés pour éviter les fractures de vis. Alors, tu peux lui répondre parce que je pense qu'il y a peut-être une mécompréhension de sa part. Oui, c'est pas le Cone-Morse qui a diminué le nombre de fractures. Je pense qu'il a amélioré la stabilité et l'étanchéité, il a diminué le Cone-Morse, les risques de dévissage, mais comme tout système, on a des systèmes qui nous arrivent, on a toujours des systèmes nouveaux, on peut avoir des complications supplémentaires qu'on n'attendait pas, qui vont se déclarer. Prenons un exemple, on a des piliers aujourd'hui qui nous arrivent en 4 cam, que ce soit des piliers Atlantis ou des piliers Procera, on a un recul très peu important sur ces piliers. On a plus de recul sur les piliers en or, on avait des problèmes sur les piliers en or. Peut-être que ces piliers vont nous donner peut-être des complications prothétiques ultérieures. Mais je ne pense pas que le Cone-Morse, on va en parler puisque j'ai une diapositive sur le Cone-Morse tout à l'heure, ça va diminuer les dévissages, mais je ne pense pas que ça peut améliorer, bien entendu, avec ces intrados nouveaux, on a quand même des dévissages moins importants. Thierry, oui, mais aussi par rapport à cette remarque, c'est que là, on est sur des fractures de vis de bridge, oui. Et que on est en dehors du Cone-Morse puisqu'on est vissé sur le pilier prothétique. Donc, c'est pas véritablement un problème de Cone-Morse. À l'inverse, c'est aussi un problème de dépouille des piliers. Je vois que tu es quand même sur des piliers qui sont plutôt plats à 45 degrés. Est-ce que c'était du Cresco sur ce cas? Non, c'est pas du Cresco qu'on a utilisé, mais c'est vrai que lorsque je suis sur 5 implants ou 6 implants ou 8 implants, j'ai tendance à utiliser des piliers, on en a souvent discuté, Antoine, de ça, d'angulation de 45 degrés. Et puis dès que je suis sur un nombre d'implants entre 4, 3, voire 2 pour faire de la prothèse vissée, que ce soit des dentations complètes ou des dentations partielles, j'ai tendance à utiliser des piliers de 20 degrés. Mais c'est pas parce qu'on utilise des piliers de 20 ou des 45 degrés qu'on n'aura pas de complications prothétiques. Bien sûr. Hein, on a vu tout à l'heure les facteurs qu'on peut avoir, l'étiologie, l'occlusion, la passivité, les composants mal ajustés, le bruxisme. Il y a plein de choses qui interviennent et c'est pas parce qu'on le système ne fait pas tout. Hein, donc on est des dentistes, on doit analyser nos cas. Hein. Bien sûr. Ok. Ça va, Parfait. Alors, au niveau de la dépose de ces vis de prothèse, on en a parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était assez simple. Ici, on a la fracture d'une vis médiane. Et regardez, avec une simple sonde, on va pouvoir éliminer la partie fracturée au niveau du filetage interne de cet implant. Et regarde, Antoine, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur des piliers de 45 degrés. Mais les implants sont situés, les 2 implants les plus distal sont situés dans une partie plus postérieure. Et comme par hasard, on a la fracture de la vis intermédiaire et non pas des fractures des vis distales. Parfois, c'est beaucoup plus délicat de les déposer. Alors, on a des systèmes de dépose, il faut le savoir. Ici, on a par exemple des tiforés, qu'on va utiliser en percussion verticale, en sens inverse, sur un contre-angle chirurgical, et on va pouvoir éliminer délicatement ces vis de prothèse. On peut utiliser une petite fraise boule aussi qui va venir par percussion axiale, toujours en sens inverse, pour pouvoir faire remonter cette vis au niveau du pilier.
Parfois, on ne peut pas le réaliser, on ne peut pas le faire. La vis est totalement bloquée, elle est matée à l'intérieur de ce pilier. Et on va être obligé d'utiliser des systèmes de dépose. Et là, je vous ai présenté un système de dépose qui est intéressant. Et ben, on a la possibilité de faire des méplats au niveau des piliers, à ce niveau-là, avec un mandrin sur lequel est monté un double disque. Et on va pouvoir, avec une clé particulière, ici on a la partie négative, dévisser l'ensemble de ces piliers et bien entendu le changer. Par contre, on va changer le pilier, on va éliminer ce pilier, on va le remplacer par un pilier neuf, mais il faut quand même essayer de trouver l'origine du facteur de la fracture de cette vis de prothèse. Alors, on a vu la fracture de l'infrastructure, on a vu la fracture des vis de prothèse, mais on va voir la fracture du pilier. Et là, on va s'apercevoir que quel que soit le système implantaire, on le verra tout à l'heure, la fracture de l'implant, c'est pareil, il n'y a pas l'implant ne reconnaît pas l'os, hein, c'est notre ami Marbert qui disait ça aussi, mais les pièces prothétiques, elles fatiguent, on est en mécanique, et là on a des fractures par exemple ici d'implant Nobel, ici des fractures d'implant IMZ, regarde on a pu retirer ici les deux parties, ça a été facile d'éliminer, et puis si on a des fractures du pilier sur un système Astra, après un dévissage, l'implant le plus distal est fracture. Donc même si on a un code Morse, on peut avoir quand même des fractures parce que on a on a dit tout à l'heure, tout un ensemble de choses. On doit avoir une rigueur au niveau de ces traitements prothétiques. Et si on rate une occlusion, malgré une passivité d'une barre, on peut avoir une fracture, bien entendu, de ce pilier transépithélial. Alors, un petit aparté sur ce cas, parce que c'est un cas qui me tient un petit peu à cœur. C'est un patient avec 4 implants mandibulaires, fracture systématique et tous les 6 mois, je reçois une fracture des deux piliers intermédiaires en position 41 et 42-32. Des piliers, pas des vis de bridge. Pas des vis de bridge, d'accord. Donc ce sont les piliers qui fracturent, avec un premier, bien entendu, un dévissage par la suite des vis les plus distales. Et on a essayé de comprendre le problème de ce patient. Et là, je me suis dit, tiens, je viens d'apprendre la loi d'Obo il n'y a pas longtemps, puisque je l'ai appelée il y a 2 jours, et je me suis dit, tiens, pourquoi j'ai cette fracture-là? Alors, j'ai tout simplement déterminé la longueur de mon implant. J'ai appliqué la loi d'Obo. Ici, on a un implant qui mesure 13 mm. Donc, on a mis x égale 13 pour un implant de 4 mm. Donc, on pourrait mettre 15 éventuellement, mais on est resté sur 13 parce que cette longueur est donnée par Obo pour un implant standard de 3,75 mm. Ici, on a une distance entre l'implant le plus distal et le plus antérieur, intermédiaire, le plus mésial intermédiaire, c'est la longueur C. J'ai 3,5 mm. Et ensuite, j'étais large. J'étais large parce qu'il fallait que je sois un petit peu large. Entre la distance de l'implant, ici la ligne droite des implants les plus distaux, et la partie la plus antérieure de nos implants, j'ai décidé qu'il y avait 2 mm. Et si on fait une analyse, on fait x par 13, par b sur 10 et par c sur 10, j'arrive à une extension de 0,78 mm. C'est-à-dire même pas 1 cm. Et nous avons réalisé tout simplement des cantilevers de l'ordre de 13 mm. Et là, on peut se poser la question, malgré tout le système prothétique qu'on peut avoir avec les codes Morse ou pas les codes Morse, on aura certainement des fractures systématiques de ces piliers au niveau intermédiaire. De manière empirique, moi, ce qui me gêne un tout petit peu dans cette loi d'Obo, après je partage ton analyse et ça permet de donner des règles. Mais on sait quand même que, a priori, c'est les 6 premiers millimètres de l'implant qui travaillent dans l'os. Et je ne vois pas en quoi un implant ostéo-intégré, qu'il fasse 13 ou 15, peut intervenir quelque part dans les extensions. C'est un petit peu juste, voilà, le point un peu de réflexion par rapport à ça. C'est une très bonne analyse que tu as, Antoine, parce que c'est vrai. Bon, après, là, on est là pour dire des choses. Bon, non, après, elle a le mérite d'exister. Elle a le mérite d'exister, c'est vrai, mais tu as raison, c'est vrai que c'est les 5-6 premiers millimètres qui travaillent au niveau osseux. Et on se donne des longueurs de 13 ou de 15 mm. Mais bon, c'est intéressant de se dire, voilà, au moins on sait la longueur des extensions. Donc nos prothésistes, quand on leur fournit, bien entendu, nos empreintes au niveau de nos implants, eh ben, ils ont une loi à appliquer. Et si on l'appliquait le mieux possible, peut-être déjà en l'appliquant, peut-être qu'on aura moins de complications prothétiques. Thierry nous posait la question d'ailleurs, est-ce qu'on peut appliquer cette loi de Hobo aux connexions internes? Oui, il n'y a pas de règle entre interne et externe. Interne et externe, au contraire, la loi de Hobo a été réalisée au niveau des connexions externes, puisque c'est l'équipe Brandmark, donc il a fait ça sur les connectiques externes, mais on peut très bien l'appliquer au niveau des connectiques internes. Peut-être même la modifier peut-être, parce que, et là on revient au système du code Morse. Mais enfin bon, ici on appliquait déjà cette théorie, pour éviter quand même le nombre de complications prothétiques qu'on peut avoir. Alors, on a vu l'ensemble des fractures, on est allé jusqu'à la fracture des piliers. Et là, on va voir quelque chose qui, à mon avis, est une complication majeure et qui, à mon avis, même une faute prothétique, puisque Berthe, en 1989, nous en avons 2,3% de fractures de piliers, mais des piliers scellés
au niveau des prothèses fixes, que ce soit des prothèses fixes vissées ou des prothèses fixes scellées. Et là, c'est un cas que m'avait adressé à l'époque, c'est un petit peu ancien, parce que c'était dans les années 94. Mon ami Philippe Leclerc nous a adressé ce cas. S'il nous écoute, je pense pas, Philippe nous écoute, mais on peut lui faire de nos amitiés. Et voilà ici 4 implants qui ont été mis en place pour traiter une édentation terminale, et les piliers ont été scellés au niveau des implants. Et dans la majorité des cas, le scellement de ces piliers au niveau de l'intrado de l'implant va entraîner systématiquement la dépose de l'implant, parce qu'il est parfois impossible d'aller éliminer les connectiques qui ont été positionnés à l'intérieur de cet implant. Donc je pense qu'il ne faut plus le faire, on ne doit pas, parce que ça remet en cause toute la réalisation prothétique, c'est quand même assez préjudiciable. Donc je pense qu'il faut avoir la possibilité de démonter l'ensemble des piliers au niveau de nos implants. Et là on a eu de la chance, hein, et ça c'est toujours, on a eu de la chance hein, avec Philippe Leclerc. Philippe a pu démonter l'ensemble de ces piliers, hein, malgré scellés, par l'intermédiaire, on décrira tout à l'heure un petit peu ce que c'est. C'est des extracteurs avec des tournes à gauche ou des tournes à droite, pour pouvoir à la fois, quand vous faites une action de vissage, dévisser. Mais dévisser des piliers qui ne sont pas scellés, c'est facile, mais dévisser des piliers qui sont scellés, c'est quand même beaucoup plus délicat. Fracture des éléments intermédiaires, et là on va essayer encore de donner des analyses. Hein. On a les fractures de piliers, de vis de piliers, que ce soit en prothèse, surtout en prothèse fixe scellée. 3 étiologies, problème occlusaux, présence d'un bruxisme, les composants qui sont mal ajustés, et surtout la biomécanique. Et là je vais un petit peu m'arrêter sur la biomécanique. Prenons l'exemple du haut. Il voit la flèche, Antoine, quand je monte. Prenons l'exemple édentation terminale unilatérale, mise en place de 2 implants, donc c'est un de mes cas personnels. Bon, la prothèse a été faite de mes correspondants, mais peu importe, j'aurais pu faire de la même chose. Ici, on a ici un implant en position 36 et 37, mais 2 couronnes complètement désolidarisées, sur des implants de 4 mm ou 3,5 mm, avec des profils d'émergence de molaires. Avec une tension au niveau des vis de prothèse, on le sait sur les petits implants de petit diamètre, qui est beaucoup plus importante, on va le voir tout à l'heure sur la biomécanique de Ranger, que par exemple une tension de vis de pilier sur des implants de gros diamètre de 4,5 ou de 5 mm. Et bon, on paye comptant le problème. Fracture du pilier. Et la fracture du pilier, on va les voir à tous les niveaux. Ici, on a une fracture, tu vois, de l'ensemble de l'hexagone. Hein. Le cône n'a pas été touché, mais on a carrément le système antirotationnel qui a sectionné. Prenons le cas de gauche. Ici, on a la réalisation de 2 implants avec des piliers titane, avec un petit cantilever mésial. On paye comptant. Fracture. Donc, problème certainement d'occlusion. Problème aussi de fragilité du pilier. Peut-être, là, on a des piliers standardisés. On aurait peut-être pu utiliser des piliers plus costauds, des piliers en particulier 4 cam. Mais on a fracturé. Tu vois, ici, vous voyez ici, on a carrément la fracture dans l'ensemble du pilier. Difficile à éliminer, malgré, on a pu dévisser la vis, mais on sent qu'on a beaucoup de difficultés à enlever ce pilier parce qu'il est maté au niveau de notre cône morse. Ici, fracture des vis, fracture de la vis d'un implant postérieur pour remplacer une 46. Que nous dire en guerre, à partir du moment où vous avez une édentation terminale unilatérale ou bilatérale, même si vous n'avez pas d'antagonisme, il vaut mieux compenser par 2 implants et essayer de relier ces implants entre eux pour diminuer l'ensemble des forces qu'ils peuvent exercer sur la vis de prothèse. Et là, pareil, on paye comptant la fracture de la vis du pilier. Alors, voilà, l'importance de la surface de l'implant. On sait que plus on va augmenter le diamètre de l'implant, plus on va diminuer la tension de la vis du pilier. Et lorsqu'on passe d'un implant de 3,75 mm de diamètre à un implant de 5 mm de diamètre, vous diminuez de 20% les tensions du pilier. Ce qui fait que, tout simplement, on va diminuer le risque de fracture et des piliers et de la vis de pilier. Et ça, c'est Ranger qui nous l'a très bien montré. Un autre cas, assez intéressant aussi, donc c'est un pilier zircone, on en discutait tout à l'heure avec Antoine. Au moment de la mise en place du pilier zircone, on a tout simplement immédiatement, alors pour quelles raisons, on va peut-être essayer de l'expliquer, mais on a une détérioration du zircone au niveau de l'hexagone lors du serrage. Et regardez, lorsqu'on fait la radio, on a ici une petite collerette qui s'est totalement détachée au niveau du zircone, qu'on retrouve au niveau de notre implant, au niveau de l'intrado. Alors là, il faut délicatement l'éliminer, donc on a pu l'éliminer en faisant des actions de vissage et de dévissage d'une vis de cicatrisation jusqu'à éliminer l'ensemble. Mais après, on a tout simplement changé le pilier, on est passé sur un pilier titane nitruré, un Gold U, et ensuite on a réalisé la prothèse terminale. Donc sur le pilier zircone, le gros problème qu'on a, on pourra en parler pendant des heures, c'est des piliers que moi j'utilise de moins en moins. Je ne sais pas si vous les utilisez, mais je sais que c'est des piliers qui sont délicats parce que s'ils sont touchés, ils sont fragilisés et on risque d'avoir des problèmes. Hubert pose une question, comment dévisser une vis cassée? Alors tu l'as montré tout à l'heure, avec la sonde, avec un petit fourré spécial, c'est ça? Oui, tu as un petit fourré, tu vois, avec des petites pressions, on va faire des petites touches, des petites pressions axiales à l'envers, de telle manière à faire vibrer cette vis qui va remonter, tout simplement. Les ultrasons
On peut aussi. Faire attention, d'abîmer le filetage. Et puis si vraiment on peut pas enlever la vis du pilier, mais il faut déposer le pilier, surtout si on est en prothèse vissée. Hein, c'est facile de déposer un pilier, je vous ai montré avec le mandrin, on fait des mets plats. On peut aussi avec une pince, puisqu'on doit condamner moi je dévisse le pilier, j'en recommande un nouveau et je le change de manière... je le change. Bien sûr. Hein, alors, on a vu toutes ces fractures qu'on a vues, on arrive à gérer. Ça a des conséquences, on arrive toujours à gérer ces conséquences. Et puis maintenant, on va passer sur les fractures d'implant. Alors, toujours pareil, étude d'Adel, 81, 3,5% de fractures d'implant. Pareil, IBOT en 89 nous disent que quel que soit le système implantaire, que ce soit un hexagone externe, que ce soit une connectique interne, que ce soit des cônes morses ou d'autres implants, style le disque implant, et bien on a des fractures systématiquement de nos implants, certainement dues à des problèmes qu'on a rencontrés par la suite, en particulier les contraintes occlusales, la nature des faces occlusales, et là Adel, c'est assez intéressant, ils nous disent que a priori la fracture d'implant va diminuer à partir du moment où j'utilise des cosmétiques résineux sur de l'or, hein, par rapport à d'autres faces occlusales comme de l'or pur ou voire des céramiques. Hein. Donc, et ensuite le défaut d'ajustage. On retrouve toujours bien entendu occlusion, ajustage, nature des faces occlusales et bruxisme. Donc on a des fractures au niveau des implants. Mais prenons par exemple l'exemple de cet implant. Ici, pour remplacer une unitaire à l'époque, c'est un vieux cas, c'est encore un cas de Philippe Leclerc qui m'avait adressé. Implant stéréos. Ouais, non, mais Philippe, avec moi, on a beaucoup travaillé là-dessus. Juste à titre indicatif, j'ai fait mon mémoire en sortant de la faculté de Lyon sur les échecs et les complications en implantologie. Donc j'ai regroupé, grâce à tous mes copains, on a regroupé, si tu veux, une iconographie. C'est toujours intéressant Ici, par exemple, on avait des fractures de l'évent du Scrouvin, tu vois. Ça, c'est des vieux cas, hein, ça c'est intéressant. Hein. Et ici, ça c'est un Dénard. Tu te rends compte, c'est un Dénard, Antoine. Donc ce sont des vieux implants. Et on utilisait à l'époque des implants de 375/4 parce qu'on n'avait pas les implants de gros diamètre. Et bon, on payait content, du point de vue biomécanique, ça fracturait. Fracture d'implant IMZ. Alors, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on a une fracture de l'implant à partir du moment où, sur des implants, on va perdre de l'os. Si on perd 2 à 3 mm pendant la première année, on va avoir un cratère qui va se créer. Hein, bon, parce qu'on considère qu'il faut 1 mm de perte osseuse. C'est ce qu'on appelle la lise osseuse circonférentielle physiologique. Mais au-delà de la première année, quand on perd 2-3 mm, cette résorption osseuse va s'accentuer. Et quand cette résorption osseuse va être en dessous du filetage interne de notre implant, eh ben, on va avoir une fracture au niveau de l'implant. Ici, on a une fracture des vents au niveau de l'implant IMZ. Alors, là aussi, à partir du moment où on va augmenter le diamètre, on va augmenter la surface de l'implant, et ben on va diminuer le risque de fracture de l'implant, toujours en guerre. Thierry, une question. Tout à l'heure, tu parlais de démonter la vis de pilier, par exemple, et des différents moyens de le faire. Qu'est-ce que l'on doit faire si en démontant cette vis, on arrive à la démonter, mais qu'on a abîmé le filetage interne de l'implant? Alors, il existe au niveau des systèmes commerciaux des tarots pour reconstruire le filetage interne de vos implants. Alors, comment se servir d'un tarot? Il y a quand même une technique particulière, hein. Il faut aller vraiment très doucement. Très doucement, dans l'axe de l'implant, tu vas très doucement, tu fais un quart de tour, tu reviens, un quart de tour, tu reviens. Pour éliminer les copeaux au fur et à mesure. Sachez une chose, que moi, dans les années, juste un petit truc indicatif, moi, j'ai posé des implants IMZ dans les années 80, entre 90 et 94. On recevait des implants sans filetage. Ah, c'était toi qui devais faire ton filetage? Oui, il y avait une série de lots, on avait eu des implants qu'on avait positionnés, que lorsqu'on a voulu utiliser, réaliser la prothèse dessus, on n'avait pas de filetage interne. Donc ils nous ont livré des tarots, et on a retaraudé l'intérieur de nos implants pour pouvoir agréger la pièce prothétique. Hein, voilà. Donc c'était assez intéressant. Mais un peu embêtant. Alors les moyens pour enlever une fracture d'implant, bon, on a plusieurs moyens, et vous allez vous apercevoir d'ailleurs que c'est la combinaison de l'ensemble de ces moyens. On peut utiliser des trépans. Alors ces trépans qui sont des cylindres creux, hein, qui nous permettent d'éliminer l'ensemble de l'implant par forage. Donc pour un implant de 4 mm, on a un diamètre interne de 5 mm. Et si vous utilisez des implants de 4,5 ou de 5, on aura des diamètres internes de l'ordre de 6 mm. À utiliser avec précaution en prenant l'axe de votre implant de manière très délicate. On peut utiliser aussi maintenant, on sait très bien l'intérêt de la piezochirurgie sur les avulsions au niveau de nos dents. On peut utiliser ce système pour pouvoir dégager le niveau osseux autour de notre implant, ou des fraises, hein, avec une turbine, on peut le réaliser aussi de la même manière. Mais ça me rend moins agressif. Et puis les extracteurs, ce sont les tournes à gauche et les tournes à droite qui nous permettent, lorsque vous faites une action de vissage, de dévisser votre implant. Alors, il faut savoir que c'est un peu un système, on se débrouille, on a une fracture d'implant, et on va parfois utiliser même les trois en même temps. On va à la fois faire du trépan, on va faire de la piezochirurgie, et puis on va utiliser bien entendu ces extracteurs tourne à droite ou tourne à gauche pour éliminer l'implant fracturé.
Alors on va voir quelques cas cliniques, voilà des cas cliniques intéressants. C'est les premiers systèmes Astra qui ont été posés, donc c'est des implants qui ont été posés il y a plus de 10 ans par un de nos confrères qu'on connaît bien, qui fait partie de Génération Implant. Et il m'adresse le patient, il me dit Thierry, il y a un dévissage au niveau de la vis de prothèse, et après, suite au dévissage, on s'aperçoit tout simplement qu'on a une fracture du premier implant, et ici aussi on a une fracture du deuxième implant qui a nécessité sa dépose, et puis ensuite on a reposé 3 autres implants de plus petite longueur, puisque c'est des implants je crois de 8 ou de 6 mm, pour pouvoir réaliser la prothèse ensuite. Un autre cas clinique, alors là aussi on s'aperçoit qu'il y a des dévissages, il y a une résorption osseuse qui se fait en dessous du filetage interne de notre implant. Le patient consulte rarement au bon moment, il attend toujours un petit temps pour consulter, et on va se retrouver ici avec un gros dégât. C'est-à-dire qu'on croit au départ à un dévissage tout simple de la prothèse, et puis quand on commence à démonter la céramique, on s'aperçoit qu'il y a les fractures des 2 vis de pilier, et puis là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a ici un morceau de titane qui nous sort, donc c'est la partie de l'évent de notre implant. Et puis on s'aperçoit lorsqu'on intervient qu'on croit qu'il n'y a qu'un seul implant qui est fracturé, mais le deuxième est fêlé. Donc on va, comme on dit, on s'aperçoit que plein de choses au fur et à mesure qu'on va intervenir. Et puis avec l'ensemble qu'on a dit tout à l'heure, pisochirurgie, que moi j'appelle ça des extracteurs, mais on appelle ça un autre nom, mais je vais me taire ce soir. On va parler d'extracteurs tourne à droite ou tourne à gauche, on pourra éliminer les implants. Et ensuite on va pouvoir repositionner 2 implants. Tu vois, on n'a absolument pas exploité le niveau osseux ici parce qu'on avait un gros dégât osseux. Et on a repositionné 2 implants pour faire 3 petits éléments. Là aussi, dévissage, cône de résorption, on pense à un dévissage, on dévisse, le pilier vient et puis on s'aperçoit tout simplement un petit morceau, fracture du col de l'implant. Donc, dépose de l'implant, repose immédiate, un implant de plus petite longueur mais de plus gros diamètre. Et là, on en est aujourd'hui. C'est une dame qui voyage beaucoup parce qu'elle part souvent en bateau. Et on en est ici à la réalisation de la prothèse et l'essayage de la chape. Je voulais vous montrer l'absence. Comment tu expliques sur ce cas, ce problème? Parce que bon, je ne vois pas le guide antérieur. Tu penses qu'il y a qu'il n'y a pas de problème occlusaux? Alors ici, il y a quand même quelque chose d'important. Antoine, c'est une dame qu'on a traitée pour les dentations unitaires. Et ici, on doit traiter pour les dentations terminales. Ici, il lui manque les molaires. On ne le voit pas très bien sur la radio parce qu'elle n'est pas de bonne qualité. Mais si vous voulez, ici, on a une perte des 2 molaires. Et donc, on a une surcharge obligatoirement au niveau droit. Donc, c'est vrai que ce patient doit le faire. Puis, il n'est pas toujours disponible. Il va le faire maintenant, il est au courant parce qu'il a subi une fracture d'implant. Donc on lui a bien expliqué que tant qu'on n'aura pas stabilisé, bien entendu, le secteur maxillaire supérieur gauche, on aura peut-être des surcharges au niveau de l'ensemble opposé. Est-ce que tous ces gestes, bien évidemment, enfin bien évidemment, j'en sais rien, tu les refactures aux patients en partie? Comment ça se passe? Non, bien entendu, puisque là on a un implant qui a été posé il y a 1 an et demi. Dans ce cas-là, il y a 1 an et demi, on a une fracture qui est presque spontanée, un dévissage. En plus, elle est en bateau, elle m'appelle, elle me dit j'ai une dévissage. Parce que les patients pensent surtout à une perte de l'implant, dans un premier temps. Ils disent mon implant bouge, mon implant est mobile, mais j'ai pas mal. Après, quand ils viennent nous consulter, là, il faut gérer tout ça. C'est une gestion gracieuse. Tous les cas que vous voyez ici, c'est une gestion gracieuse. Sauf si le patient n'a pas fait ses contrôles. Et ça, c'est très important. Au bout de la 10e année, il n'a pas fait ses contrôles. Là, je pense que là, il est puni. On le tape sur les doigts. Là aussi, alors regardez, même des contrôles à 10 ans, ici on a une mobilité de l'implant. Le patient vient nous consulter pour une mobilité de l'implant. On pense qu'il y a une fibro-intégration. Bien entendu qu'il y a une fibro-intégration. Mais ici, si on voit bien la radio, il y a une fracture horizontale au niveau de l'évent. Donc il y a une perte osseuse ici qui s'est faite au niveau de notre implant. Et à partir du moment où cette perte osseuse est passée sous le filetage interne, on a une fracture de l'implant. Donc on va déposer les vents et puis on va tout de suite, au moment de la dépose de l'implant, repositionner un implant de plus gros diamètre, sans forage d'ailleurs, puisqu'on est sur un implant de 4 mm de diamètre. On va tout simplement poser un implant de 5 mm dans le site, qui était sain d'ailleurs, entre parenthèses. OK ? Et la réalisation prothétique finale. Ok, on a vu les fractures, on va parler des dévissages, je vais aller un petit peu plus rapidement, parce que sinon on est là jusqu'à 11h. On a plusieurs types de dévissages, des prothèses fixes vissées, de la vis de prothèse, du pilier et du pilier des prothèses fixes scellées. Alors, je suis pas trop long, ça va Antoine? C'est parfait. C'est parfait. Au niveau des dévissages de la vis de prothèse, des prothèses fixes vissées. Alors, toujours pareil, étude de James Tecol en 92, 15% de dévissage. Toujours la même étiologie,
composants mal ajustés, problèmes occlusaux, et non-contrôle de serrage des vis à 2 semaines de la pose de la restauration prothétique. Lorsque vous vissez des prothèses fixes vissées au niveau du maxillaire comme au niveau de la mandibule, vous devez convoquer votre patient à la 2e et la 3e semaine pour refaire un serrage au niveau de ces vis de prothèse. Parce qu'il peut y avoir un dévissage qui passe inapparent, et par la suite, ça peut être plus compliqué que prévu, et parfois des fractures de ces vis de prothèse. Donc il va falloir contrôler sur les prothèses fixes vissées, un contrôle à 2 semaines ou à 3 semaines de ces vis de prothèse. Et surtout, l'étiologie la plus importante, c'est les composants qui sont mal ajustés. Regardez cette réhabilitation complète maxillaire. Des implants qui ont été posés par le docteur Kayat, notre ami Philippe de Lyon, et tout simplement ici, lors de la prothèse a été refaite, et au moment de la réalisation de la prothèse, on a ici un composant qui est mal ajusté, puisqu'on n'a pas de contact, on a une adaptation qui n'est pas passive de cette armature, donc il va falloir faire bien entendu des sections pour repositionner secondairement l'ensemble et faire des soutures. Donc c'est important de voir que les composants sont bien ajustés pour éviter tout risque de dévissage. Alors voilà, qu'on nous posait comme question. Il est vrai que, et ça c'est Abrahamson, Berglund et Cochrane qui ont pu mettre en évidence que lorsqu'on a affaire à un système conique, cône morse ou pas cône morse, on va plutôt parler de type conique, parce qu'il y a des cônes actifs, il y a des cônes passifs, on ne va pas rentrer dans les détails au niveau prothétique, mais sachez une chose qui est, quand on a un type conique, on va améliorer la stabilité, améliorer l'étanchéité, et on va certainement diminuer avec ces nouveaux intrados prothétiques des dévissages, j'ai bien dit, intempestifs. Mais ça n'empêche que si on analyse bien le cas, c'est pas parce que vous avez un cône morse que ça protège d'un risque de complications prothétiques. C'est pas le cône morse qui nous donne tout l'aval de ne pas avoir de risque de dévissage ou de fracture des composants. Donc par contre, c'est intéressant. Comparaison à la connexion externe, quelle que soit la connexion externe et quel que soit le système implantaire qu'on va utiliser, eh bien, la stabilité du système dans connexion interne n'est pas assurée par la connexion, mais uniquement par la compression de la vis de transfixation. D'où peut-être des risques éventuels de fractures supplémentaires sur les connexions externes. On peut le dire. Alors, on va regarder les dévissages du pilier des prothèses fixées, ça c'est intéressant. Parce que souvent, toujours pareil, même constat, étiologie, composants mal ajustés. Ici, on a sur des 3 couronnes solidaires en position 23, 24, 25. Et on regarde bien ici, au niveau du pilier, un petit hiatus. Et on s'aperçoit que la réalisation prothétique a été bien réalisée au niveau des chats. Et bien ici, on n'a pas un bon contact de notre pilier avec l'intrado prothétique de notre implant. Donc ça, c'est un composant qui est mal ajusté, qui risque de fracturer ou de créer un dévissage du pilier par la suite. Ici, on a des chapes qui ne sont pas très bien ajustées au niveau des limites et qu'on regarde, on paye comptant. Au bout d'un certain temps, le patient nous appelle tout simplement en disant « Eh bien, j'ai perdu mes couronnes ». Et au niveau de ces couronnes, eh bien, on a à la fois les couronnes et les piliers qui sont en place. C'est assez intéressant. Il va falloir repositionner ça et essayer de comprendre, bien entendu, toujours pourquoi on a eu ce problème-là. Ici, un vieux cas, on est en 96, on a un plan Calcitec. Ici, un dévissage à 8 ans. Alors c'est ça, ce n'est pas des dévissages dus à des erreurs prothétiques, mais c'est des patients qui vont se modifier en occlusion. On va avoir des contacts qui vont être différents au niveau de l'incisive latérale, peut-être dans les latéralités. C'est une dent qui, au départ, n'était pas dans le caractère de la propulsion. La dent n'avait pas subi, si tu veux, la circonduction de l'ensemble des mouvements. Et puis, on a modifié. On réalise des prothèses postérieures. On modifie pas mal de choses. Et puis, des contacts peut-être surajoutés vont entraîner un dévissage de l'ensemble du pilier. Donc, on va repositionner ce pilier au niveau de la prothèse, puis on a un petit défaut esthétique, et regarde, on a pu refaire une mise en fonction, mais tu vois, on a perdu quand même pas mal au niveau esthétique. Mais bon, on était en 2012, là on était en 96, 6 ans après, ça fait 14 ans, bon, donc c'est correct, et la patiente s'en plaint pas parce qu'elle n'a pas de sourire gingivale. Alors, on va essayer de comprendre un cas qui est intéressant, et j'aimerais m'attarder sur la radio panoramique. La radio panoramique n'est pas une radio de diagnostic. Elle est jolie, cette radio. Oui. D'accord ? Elle est très jolie. Et on va s'apercevoir des problèmes qu'on va rencontrer par la suite quand on fait une simple rétro-alvéolaire. Ici, on a une édentation encastrée traitée par 2 implants. Le patient nous appelle très peu de temps après avec un dévissage. Et quand il vient nous voir, on a l'ensemble, couronne plus pilier, sachant que les couronnes sont scellées provisoirement, bien entendu. Donc en urgence, on remet les vis de cicatrisation, parce qu'il va falloir récupérer ces piliers et récupérer ces couronnes pour les repositionner au niveau de nos implants. Donc on envoie ça au laboratoire de prothèse qui nous fait un petit bain d'acide chlorhydrique pour déconnecter les céramiques par rapport aux piliers. Donc tout ça nous revient au niveau du laboratoire et on positionne les piliers et les céramiques. Et de quoi on s'aperçoit, c'est que si les chapes sont parfaitement en place au niveau de nos piliers, on a quand même un ajustage tout à fait correct, on a ici un mauvais ajustage du pilier postérieur.
D'où le dévissage intempestif au niveau de ces piliers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va repositionner les piliers comme il faut. Alors, on les repositionne et comme par hasard, nos chapes ne sont pas en place. Donc, il y a une erreur certainement au niveau de l'empreinte qui est passée inapparente et on n'a pas bien positionné notre pilier et le dévissage a été réalisé. Et bien là, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est récupérer les piliers, reprendre l'empreinte, on récupère les piliers et puis on reconstruit les céramiques par rapport à la nouvelle empreinte. Il y a une question, Thierry, avant, après. Pardonne-moi, de Caroline. Bonjour Qui Caroline. nous demande, doit-on contrôler le vissage à 15 jours des vis de pilier quand on fait de la prothèse scellée? Non, parce que vous allez faire le serrage, et là je vais revenir un petit peu en arrière, si je peux. Quand on a mis l'étiologie, je sais pas où c'est. Ici on a marqué le non-contrôle du serrage de vis. C'est moi on pose la vis qu'on va faire le serrage. Ce qui est le contraire en prothèse vissée, on va contrôler nos patients 2 à 3 semaines après pour refaire le serrage de la vis de prothèse. Là le serrage de la vis du pilier transépithélial, du pilier de prothèse, scellé, va être réalisé le jour même de la pose du pilier. Ok? Donc il ne faut pas le recontrôler. Le serrage se fait selon les règles qui ont été dictées par le système commercial. Pour les implants de gros diamètre, c'est de l'entour de 25 newtons, et les implants de petit diamètre, c'est de l'ordre de 20 newtons. Ok, super, bon. Tiens. On continue. Alors, ça c'est important, lorsque vous faites, c'est faire des radios de contrôle, que ce soit des connectiques externes ou des connectiques internes. Faites systématiquement des radiographies de contrôle, analysez bien, prenez votre temps pour regarder les radios, parce que parfois on va trop vite, et on ne s'aperçoit pas, par exemple, le transfert d'empreinte n'est pas en place, aussi bien au niveau de la connectique externe qu'au niveau de la connectique interne. Donc il suffit de tout simplement de le repositionner pour bien connecter l'ensemble, pour avoir une empreinte qui est juste. Si vous avez une empreinte qui est juste, nos piliers seront bien positionnés au niveau de nos implants. Là aussi, faites des radios de contrôle pièces prothétiques en place. Ici, on a la radio des piliers, donc on analyse la pose des piliers, l'ajustage parfait des piliers au niveau de l'intrado de notre implant. On va aussi analyser les chapes, et là, on s'aperçoit que si l'ajustage est satisfaisant des piliers, on a une petite insuffisance de positionnement de nos chapes. Et bien ici, pareil, on va faire des sections, secondairement, on va repositionner, on va faire des soudures, pour avoir quelque chose quand même de particulièrement esthétique, agréable à regarder du point de vue ajustage. On regarde ici, les piliers sont bien positionnés et les chapes sont bien parfaitement en place. Voilà, on va parler des déformations. On a vu les déformations, je vais aller un petit peu vite, c'est toujours les mêmes étiologies, mais on a des déformations, on a des pièces qui sont en titane, qui sont rigides, et elles peuvent se déformer avant la fracture, il faut le savoir. Alors, la malposition, et puis après je pense que je termine sur la malposition des implants. Eh bien, quand on pose nos implants, on peut avoir des malpositions axiales des implants. Alors, c'est pas trop grave la malposition axiale, mais ça va rendre difficile la technique d'empreinte. Alors, ici, par exemple, vous avez deux problèmes, ce qu'on appelle la convergence des axes implantaires, et on s'aperçoit que lorsqu'on a une convergence des axes implantaires, lorsqu'on amène nos transferts d'empreinte, on va se retrouver avec des contacts au niveau de ces transferts d'empreinte. Il faudra peut-être les mener pour faire notre empreinte correctement. Mais aussi un problème de positionnement d'implant. Il y a des impératifs anatomiques et des impératifs prothétiques. Et parfois, lorsqu'on a trop de proximité entre deux implants, comme dans ce cas bien précis, on va en utiliser qu'un et puis on va laisser l'autre enfoui. Parce qu'on ne peut pas utiliser cet implant du point de vue prothétique. Donc les implants doivent être posés, comme on l'a dit, non seulement selon les impératifs anatomiques, mais aussi pensée prothèse et les impératifs prothétiques. Le cas du bas, là en bas à droite, c'est fabuleux. T'as vu? J'en ai des cas qui m'arrivent au cabinet quand même. Alors, le problème qui se pose sur ce patient, bon d'abord on peut poser l'indication pourquoi 2 implants pour remplacer une première molaire. Moi je voudrais bien, si on a un cas qui n'est pas favorable, avec des implants. Deuxième molaire, non même. Deuxième molaire. Alors on peut se poser la question, Antoine, quand on a une crête qui est fine avec des petits implants de 3,5, on peut poser 2 implants. Là on est en biomécanique, mais là on a quand même des implants assez larges, on a des implants je crois de 4,5 voire 5 mm de diamètre. Et donc il a été posé, on a une proximité. Alors le problème qui se pose, que fait-on? On ne dépose pas? Moi, je ne les pose pas parce que si on dépose cette partie-là, on va entraîner certainement une perte au niveau de la partie distale de notre implant. On va remettre en cause la reconstruction prothétique. Alors ici, on va voir un exemple. Ici, on a une convergence de 2 implants. On va meuler les pick-up. Si vous avez des pick-up, si vous faites de la technique Popone avec des transferts Popone, vous meulez vos transferts Popone avec une petite fraise jusqu'à mettre en place l'ensemble des transferts d'empreintes. On passe un petit fil de soin interdentaire pour vérifier qu'ils ne soient pas en contact. On va faire nos empreintes, on va pouvoir envoyer ça au laboratoire. Ici, on va pouvoir rattraper avec des piliers. Donc, à l'époque, c'est des piliers surcoulés en alliage précieux pour réaliser ensuite la prothèse. Ça, c'est en prothèse scellée. Alors là, c'est un petit peu un cas intéressant. On les fait travailler ou pas, Antoine? Bien sûr. Alors, ils ont des questions à te poser après. Allez, on va les faire travailler. Voilà 3 implants qui ont été posés. Et on s'aperçoit que si 2 implants sont parfaitement parallèles, il y a un implant qui est convergent. Il va falloir faire l'empreinte de ces 3 implants.
On les fait chatter un peu. Ils Mais peuvent on les répondre. fait Alors, chatter. comment vous allez faire pour prendre l'empreinte de ces 3 implants? Alors, c'est-à-dire quel type de C'est toi qui transfert, me réponds. quelle séquence Non, opératoire? non, on va avoir un problème pour positionner les 3 transferts Oui, d'empreintes. c'est Bon, vrai. alors, on ne peut pas positionner les 3 transferts d'empreintes. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que la convergence, il y a convergence, Antoine, mais il y a aussi proximité. Oui. Donc, on va avoir un problème pour Donc là, positionner ces 2 transferts d'empreintes. C'est Même en sûr les certain. meulant, on n'y arrivera pas. Exactement. Alors, il y a Boutou qui nous répond, qui dit on fait une empreinte séparée. C'est bien. Il y a AG qui nous regarde de Montréal. Tiens, sache qu'il y a aussi des gens connectés du Sénégal. C'est sympa, on est Sympa. vraiment all around the world ce soir. Qu'est-ce qu'il nous dit, AG? Il nous dit on oublie le 3e implant. Il y a Dr O le salut qui nous dit angulé. Mais angulé, je vois pas trop. On peut Qu'est-ce pas avoir, que on n'a t'apportes pas de comme- transfert d'empreinte angulée. Comme réponse. Tiens, d'ailleurs, AG, je viendrai te voir à Montréal au mois d'août, mais c'est un autre truc. En utilisant un pilier angulé, oui, mais il faut. Alors éventuellement, Je connais. pourquoi pas mettre un pilier angulé et faire Direct. une empreinte de fil Mm. avec un fil. Tout à fait. Peut-être qui- C'est pas bête. C'est pas bête, hein. Mhm. Bravo. Une empreinte séparée, Boutou, de quoi tu parles quand tu veux dire empreinte séparée? Oui, Et mais puis je c'est pense que Thierry va nous l'expliquer. parce que sans c'est ça, doute ce c'est qu'il la a fait. solution. C'est la Alors, on y solution va à l'empreinte. pour Alors on y l'empreinte va pour séparée. l'empreinte. Alors la première des choses, on va faire l'empreinte. Première empreinte des implants les plus mésiaux, c'est ceux qui nous gênent pas. Et ensuite, donc on va tirer 2 mètres modèles. Hein. On va tirer un premier mètre modèle de cette empreinte des 2 empreintes les plus mésiaux. Et puis on va prendre en repère celui qui ne gêne pas, c'est-à-dire le transfert d'empreinte sur l'implant le plus mésial et le transfert d'empreinte sur l'implant qui est en convergence. Et on va tirer un 2e mètre modèle. Le prothésiste va réaliser ses faux moignons sur le premier mètre modèle. Ensuite, il va récupérer le faux moignant où l'empreinte a été prise, il va le repositionner sur l'empreinte numéro 2 et il va venir reparalyser sur l'empreinte numéro 3. D'accord, sur le transfert. Et l'ensemble, il va pouvoir positionner un pilier droit et 2 piliers angulés. C'est la seule manière que vous avez, donc faire 2 empreintes bien séparées, 2 mètres modèles. Et après, il faudra bien entendu faire des soudures, c'est-à-dire bien ajuster les chapes, parce que les chapes, elles ont été faites individuellement. Donc il y a un travail supplémentaire prothétique pour pouvoir Est-ce que solidariser ça tout ça. fonctionne pour 2 implants convergents? Bien sûr aussi, tout à fait, quand ils sont trop convergents. Hein. Parce qu'il y a convergence plus proximité dans ce cas. Donc, comment il s'appelle ceux qui avait répondu? Mais il y avait Boutou, puis il y avait AG de Montréal aussi. Ouais, c'est bien. qui- Ils ont bien travaillé. Et pourquoi ne pas, alors Joseph, pourquoi ne pas utiliser seulement les implants situés aux extrémités? Ben, il y a un challenge quand même. Voilà. Je crois qu'Antoine dirait pareil. J'ai posé 3 implants. Et ben, on baisse pas les bras, on réfléchit. Hein, on réfléchit un petit peu le problème prothétique qu'on va avoir. Et voilà, on l'a résolu. Hein. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu éviter, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quand il y en a trop de proximité, on va pas utiliser l'implant on va en condamner un des deux, on va le réenfouir pour, voilà, ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais là, on peut gérer le problème. Hein. Bien Ok. sûr. On y va. Ici, alors là aussi, regardez la convergence de ces 2 implants. Ça, c'est moi. Hein. Eh ben bravo. Alors, il faut Ça parler arrive à un tout petit le peu monde, du hein, problème. c'est Tout à plaisant. fait, il faut parler un petit peu du problème. On a posé 3 implants ici, 2 implants, un échec. Celui-là n'a pas eu de problème. Et lorsqu'on je repose l'implant ici, quand on repose l'implant ici à ce niveau-là, je fais une erreur d'axe monstrueux. Bon, ben je l'ai faite. Tu Hein. as suivi en fait la face mésiale, la molaire. Exactement, la racine, tout à la fait. molaire derrière. Et du coup, même ici, en prothèse scellée, ça va être difficile à gérer. Alors là, il faut choisir un autre type de prothèse. Malgré qu'on avait choisi de réaliser une prothèse scellée, on a fait marche arrière, et bien on s'est dit ici on va utiliser on va utiliser de la prothèse vissée, et là on va utiliser des piliers angulés qui existent dans tous les systèmes commerciaux, qui permettent de rattraper jusqu'à 25 voire 30 degrés. Hein, ici on a le pilier pour la prothèse vissée, ici le pilier angulé, c'est-à-dire qu'il va me permettre de remettre en place le puits de vis qu'on voit ici. Du coup, ton transfert devient plus ou Mon moins transfert parallèle, sans contact, sans interférence. Hein, et on a pu réaliser la prothèse vissée. Hein. Alors, on n'a plus que 2 ou 3 diapos, puis on va finir. Bon, alors les complications, c'est les fractures d'instrumentation prothétique. Comme en instrumentation chirurgicale, on peut avoir des fractures d'instrumentation prothétique. Elles sont de moins en moins importantes. Entre les années 90 et 95, on avait beaucoup de fractures d'instrumentation prothétique. Il y a trois origines. Défaut de fabrication, ça peut arriver. Hein, je vous disais tout à l'heure qu'on avait des implants qui n'avaient pas de filetage.
ça n'arrive plus, ça, hein, on parle des années 90. Mauvaise utilisation, hein, par exemple, on veut visser une vis de prothèse, puis on utilise en sens inverse, on veut la dévisser, on va la fracturer avec. On a une mauvaise utilisation de la pièce de l'instrumentation, et un nombre trop élevé de cycles de stérilisation, ça c'est important, parce que, regardez ici, hein, à l'époque on avait des porte-piliers en titane, je ne sais pas si tu as connu, Antoine, les porte-piliers en titane, et bien au moment de la mise en place du pilier, hein, transépithélial, fracture du petit filetage. Bon, voilà, on est comme en vis de prothèse, il faut l'éliminer. Si on ne l'élimine pas, eh ben, un coup de mandrin, on dévisse le pilier, on le change. Hein. Là, je vais finir là-dessus. Et après, les complications qui sont quand même un petit peu importantes, c'est la déglutition. Alors, la première des choses, sécuriser les gros instruments. Soit en utilisant du mécanisme, hein, des pièces mécaniques, soit vous mettez des parachutes, hein, soit en fil de soie, soit en fil de suture, pour si le tournevis glisse, on puisse pouvoir le récupérer. Mais vous n'êtes pas à l'abri quand même de la déglutition de composants prothétiques. Ici, ça c'était dégluti. Hein, on le voit ici à ce niveau-là. Bien nettoyé, hein. Donc, ouais. on est propre comme ça. C'est le gastro, hein, d'accord. Oui, mais bon, c'est des complications qui existent. Hein, Antoine, regarde ici l'ingestion d'une vis de prothèse qui glisse, donc elle est avalée par l'autre patient. Donc là, le comportement qu'on doit avoir, déjà, on doit arrêter l'intervention. Hein, quand c'est en chirurgie, on intervient. Mais en prothèse, c'est pareil. On va arrêter l'intervention. On va mettre au courant le patient. On va se mettre en collaboration avec le médecin traitant. On va faire des radiographies avec ce médecin tous les 2 jours. Normalement, l'ensemble est expulsé au bout du 7e ou du 15e jour. Si ce n'est pas le cas, on l'envoie à un gastro-entérologue qui va faire soit un traitement médicamenteux chirurgical. Si 15e jour, tu peux lui offrir une boîte de Goldbrand. Hein, voilà, mais il faut le savoir, hein, donc ça peut arriver. Et on parle que de déglutition, mais il peut y avoir aussi des inhalations. Ah, là, ça, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup moins rigolo. C'est beaucoup moins rigolo. Voilà, alors juste pour faire un petit peu, pour finir, j'en ai montré tout à l'heure avec Antoine, on s'est fait un fou rire. C'était aujourd'hui, c'était le lundi 4 juin 2012. Je vous souhaite bon courage parce que vous faites de l'implantologie. Il va falloir vous armer. Donc voilà le patient qui arrive au niveau du cabinet avec ça dans la main. Donc on se dit bien, bon ça va, il y a une fracture d'une vis de pilier, c'est pas trop grave. On regarde au niveau clinique, on voit ici qu'il bon, il a mis du temps. Du point de vue historique, il nous dit que c'est dévissé depuis 2 mois. Et voilà le résultat. Eh bien, on va y aller. Hein, voilà. On a une fracture d'un implant, une fracture du col de l'implant. Eh il va falloir éliminer ça. Alors, il est vrai, Antoine, tout à l'heure, on a regardé le cas. C'est vrai que c'est un cas personnel. Mon implant est peut-être un petit peu plus distal et aurait été mieux centré, hein, ce qui veut dire qu'on a fait un profil, hein, peut-être qui a créé des forces. Tout à fait. Mais regardez le cratère qu'il y a, le dévissage, peu importe. Le résultat, il est que on a une fracture d'implant qu'il va falloir la gérer. Voilà, je vous recommande une chose, et là j'en ai terminé pour ce soir. Lisez ce bouquin, il est très intéressant, il est d'actualité. Hein, il a été écrit par notre ami Franck Renoir et Bouranger, qui va parler beaucoup de biomécanique au niveau des implants. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. J'ai pas été trop long, j'espère, Antoine. C'était parfait, Thierry, mais c'est pas fini. On va pas te laisser repartir comme ça. Je savais. Question, existe-t-il des transferts angulés? À ma connaissance, non. Ouais, je vois pas comment ça À ma connaissance, non. On va mettre un pilier angulé et on va mettre un transfert, par exemple en prothèse vissée, on l'a vu tout à l'heure, on met un pilier angulé, on utilise un transfert qui est adapté à ce pilier angulé. Donc on va travailler sur la partie transgingivale. Question, je fais une prothèse scellée sur un pilier donc, qui est vissé dans l'implant, ma prothèse bouge, avec le pilier, j'arrive pas à déceler, comment je fais? Il faut couper. Il faut couper. Si c'est une uniteur, c'est-à-dire qu'il faut perforer la il faut prothèse. Perforer, tout à fait. Il faut démonter parce que si on ne le fait pas, on va. Là, on a peut-être simplement un petit dévissage. Donc, à moindre coût, on va peut-être pouvoir récupérer le pilier, c'est déjà pas mal. Mais si on laisse et on met des œillères, parce qu'on peut mettre des œillères en se disant, c'est pas évident à démonter, on va aller vers la fracture de l'implant ou des choses plus compliquées. Oui, et puis on peut arriver à faire un petit trou si la céramique n'éclate pas et au pire, on demande aux prothésistes de refaire un petit in compo si vraiment on veut faire ça bien. Il faut se lancer dedans, il ne faut pas laisser. Bien sûr. Je regarde sinon, certains ont parlé de télescope dans le cas où tu montrais 3 implants, mais le problème est le même, hein, télescope ou pas, puisqu'il faut quand même arriver à prendre l'empreinte des 3 implants, et c'était ça la difficulté du cas, si je dis pas de bêtises. Voilà, existe-t-il des... Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour. Je tiens vraiment à te remercier. Écoute, j'ai essayé de donner un petit peu des petites clés, hein. Ouais. Ça c'est important. Et c'était vraiment une belle conférence avec beaucoup de trucs et d'astuces, une très belle iconographie, parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Et puis, c'est pas facile de se foutre à poil comme ça, c'est-à-dire de montrer ses complications, ses échecs. Et vraiment pour ça, chapeau. Et on apprécie tous
à Génération Implant. Une petite question de Caroline qui a apprécié que tu te dévoiles, que tu te mettes tout nu. Ouais. Quel matériau de scellement recommandez-vous? Alors, on va sceller presque systématiquement en ciment de scellement provisoire sur un purement implantaire. Alors, c'est pas démontable, mais c'est presque démontable. Ça veut dire que si on a un souci, on peut y revenir dessus éventuellement. Est-ce que tu peux donner une marque? Oui, bon, il y a Timbond, il y a d'autres. Timbond est très bien. Bon, ça va faire des années qu'on utilise Timbond, donc il n'y a pas de souci. Et puis, Docteur O, le salut, qui donne une remarque importante. C'est vrai qu'on l'a pas vu, mais on en a eu aussi. C'est l'important, c'est surtout d'éliminer tout le ciment de scellement. Hein, ça, tout à fait. Donc, il faut faire une radiographie de contrôle post-scellement. Et ça peut être une complication prothétique aussi. Que répondez-vous? Je lis en même temps. C'est Pascal Station qui nous pose la question, mais Pascal Station de Dakar. D'accord, ça n'est pas le Pascal Station qu'on connaît. Non, mais on le connaît aussi. On le connaît aussi, mais on en a un autre. Bon. Que répondez-vous à des patients qui vous disent qu'ils n'ont rien à manger et donc pas besoin, excuse-moi, et donc pas besoin de dents pour leur poser des implants quand même. Donc c'est bien Pascal Ladal, Pascal Station de Dakar. Bon. Écoute, voilà. Timbond de radio opaque, c'est important. Il est radio opaque, le Timbond? Oui, le Timbond est radio opaque. Voilà. Plutôt scellé ou transvissé en général? Alors, bon, le choix de la prothèse va être réalisé avant la chirurgie, hein, par une petite étude, d'accord, on sait ce qu'on va faire. Il faut regarder le cas, on va faire plutôt de la prothèse vissée, par exemple en dentation partielle sur ces cas, c'est un patient qui va évoluer. Hein, on a des dents d'à côté, peut-être qui vont peut-être disparaître dans un temps futur. Mais en général, dans notre attitude thérapeutique au niveau du cabinet, on est les indentés complets, haut et bas, bimaxillaires, c'est surtout de la prothèse vissée parce qu'on va réduire notre nombre d'implants pour des grosses réhabilitations. Dès qu'on est en édentation partielle ou unitaire, de petite étendue, on va passer sur la prothèse scellée. Ouais. Et puis il y a des notions de profil d'émergence. C'est vrai que plus le cas est encastré, moins normalement il y a de résorption, donc plus le profil va s'approcher d'une prothèse conventionnelle. Mais moi, c'est vrai que je faisais peu de transvissés. Je pense que pour faire du transvissé, idéalement, il faut 3 implants au minimum. C'est un peu une règle que je me fixe, mais elle est empirique. Non, mais elle n'est pas empirique, elle est très bonne parce que tu vas diminuer le nombre de complications prothétiques en tout. Je pense. Et c'est vrai qu'à partir de 3 implants, souvent, avant, je faisais du scellé sur des petits bridges, et de plus en plus, j'aime bien le transvisser parce que je trouve qu'on a une gencive qui est plus jolie. Peut-être moins de problèmes de ciment de scellement. Je me pose la question quand même s'il y a un lien entre type de prothèse et périimplantite. Tu penses que non? Oui, certainement. Oui, je suis d'accord avec toi. À voir. Mais c'est une bonne chose, ce que tu dis. On va qu'on fasse des études là-dessus, Antoine. Voilà. Il y a Franck qui nous pose la question si on peut remontrer le PowerPoint de Thierry. Quel est le titre du livre de Franck Renoir? C'est Facteurs de risque et traitement implantaire. C'est Franck Renoir et Bouranger dans l'édition Quintessence internationale. Voilà, super. C'est à lire, c'est de la biomécanique, c'est très intéressant, ça apprend plein de choses. C'est très bien écrit et les schémas sont superbes. Ce sont des praticiens que moi j'apprécie énormément. Alors, le salut nous parle aussi de l'étude de Berglund. Berglund, laquelle, ça doit être sur le type de prothèse. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément en tête. Si tu peux nous remettre la référence ou tout du moins l'année. Et il explique, Berglund, effectivement, qu'il y a pas mal de périimplantites qui sont liées au ciment de scellement. AG Montréal, je lis en vrac. Allez, on y va, soyons fous. Avec les piliers usinés sur mesure, le scellement est beaucoup plus facile car moins sous-gingival, c'est vrai. Et puis aussi le bouquin de Marc Baer sur les complications, qui étaient des complications. Oui, alors Marc a fait un super bouquin, mais alors je l'ai pas mis là parce que moi quand j'ai fait mon mémoire, j'étais en relation avec Marc à l'époque, et il était en train de sortir son bouquin à l'époque, donc il m'a beaucoup aidé au niveau de la réalisation de ce mémoire. Mais il est ancien, il est de 94, donc c'est un très bon bouquin à lire parce que ça nous donne beaucoup de notions. Mais c'est vrai qu'il est propre à une connectique externe aussi. Il faut dire à Marc de nous réécrire un bouquin. Je sais pas s'il n'a pas fait une deuxième version plus récente. Peut-être, je l'ai pas vu. Mais enfin bon, on va dire à Marc de nous en faire un nouveau là. Ben voilà. Je te laisse t'en charger. Ben voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci encore Thierry, vraiment parce qu'on s'est régalé et merci vraiment de merci Antoine. Pour 2 minutes. Allez, ça va, je reste avec toi. Allez, on termine avec les news de Génération Implant, 3 petits focus. Tiens, notamment sur des formations
à Nice. Allez, une spéciale Nice pour finir. On va commencer tout d'abord par la formation chirurgie avancée 2 fois 2 jours qu'on va animer avec Thierry, avec aussi Jean-François et Eric Normand. Vous pouvez venir passer 2 fois 2 jours à Nice, 11 et 12 octobre, 13 et 14 décembre. Les 2 premiers jours, c'est sur le sinus. Les 2 autres jours, c'est sur les techniques de comblement, techniques de bloc, technique aussi de celle que tu fais toujours en TP. Les ostéotomes, les expansions. Bien sûr. Et puis, je commence à rentrer quelques cas suite à la conférence de Georges Couret sur des ostéotomies de translation. Et honnêtement, c'est une technique assez intéressante. Donc, venez à cette formation. Franchement, je pense que vous allez vous régaler. Nous, en tous les cas, on se régale à l'animer. Ensuite, vous avez une formation esthétique avec David Gerdal. Alors venez voir David, il est formidable, il est fantastique. Vrai. Claire est fan, là, elle adore David Gerdal. Non mais c'est vrai qu'il est très bien. Non, il est hyper pédagogue. Vous pouvez le retrouver sur le... Elle est toute rouge là que j'ai dit ça. Non mais je vais vous pouvez retrouver David sur les formations e-learning qu'il anime sur le site Génération Implant. Vous pouvez le goûter, l'essayer, c'est l'adopter. Ensuite, je suis sûr que vous allez... Et les retours sont superbes. Ouais, non, vraiment les gens adorent. Superbes. Et n'hésitez pas. C'est gentil, garçon. Et puis, formation paro, 2 fois 2 jours, fin de l'année, mois de décembre, 7 et 8 décembre 2012, 1er et 2 février 2012, avec Antoine 10, un petit jeune qui monte. Allez-y, il est très sympa. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, merci à tous, en tous les cas, une fois de plus, de nous soutenir. On reviendra, il n'y a plus que 2 émissions avant les grandes vacances. Une émission sur l'acide hyaluronique. J'ai commencé aussi à rentrer quelques cas. On la fera en partenariat avec la société Cosmédicale, qui est en fait une centrale d'achat qui nous permet d'acheter à meilleur prix des consommables et de l'acide hyaluronique. Et vraiment, autant je pensais au départ que ces acides hyaluroniques étaient un gadget, autant je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et on verra notamment une réflexion autour de l'édenté complet, le traitement implantaire et comment complémenter ce traitement à l'aide d'acide hyaluronique. Donc véritablement une émission quand même assez intéressante. Et puis on terminera au mois de juillet avec une petite dernière chirurgie en live. On ne sait pas trop encore quoi, sans doute un petit peu de chirurgie plastique parodontale. Vraisemblablement, on va s'orienter vers une petite greffe épithélio-conjonctive en direct. Voilà, on sait que ça vous plaît et on voulait finir en beauté l'année. Merci encore à tous de venir en direct, nous poser des questions. Merci encore à Thierry. C'est à tout le monde que je remercie, moi. Voilà, et puis rendez-vous donc dans 3 semaines cette fois-ci pour une émission sur l'acide hyaluronique. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Salut les petits clous, bye bye. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.